Madame, monsieur, bonjour. J'ai le plaisir de vous retrouver à nouveau dans ce studio de l'IH2EF pour une nouvelle émission au Périscope qui vous est proposée sur le site de l'IH2EF et sur la plateforme YouTube. Aujourd'hui, au programme, une heure d'émission consacrée à l'expérience de l'entreprise, facteur d'envie et de motivation pour les parcours des jeunes. Nous allons donc avoir 3 intervenants avec nous. L'entreprise, pour beaucoup de jeunes, c'est une première rencontre avec un métier, un collectif, parfois même une vocation. Stage, alternance, job étudiant, autant d'expériences qui ne se limitent pas à acquérir des savoir-faire, mais qui nourrissent l'envie, la curiosité et la motivation. Alors, comment transformer ces passages en entreprise en véritable tremplin pour les jeunes? C'est la question que nous allons explorer pendant l'heure à venir avec nos invités que je vais présenter dès à présent. À commencer par vous, Michel Lunier. Vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Merci d'être avec nous. À votre droite, Rémi Sipowski, vous êtes DRH de l'entreprise Bonilé à Chasseneuil-du-Poitou. Merci d'être avec nous. Et en face de vous, Jean Pralon, vous êtes professeur et chercheur en gestion des ressources humaines à l'école de management de Normandie. Merci d'être avec nous. Premier temps, donc on va avoir 3 temps principaux, un temps institutionnel, un temps scientifique et un temps consacré à la vision entreprise. Nous aurons également le plaisir d'écouter une capsule vidéo enregistrée par la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la Vienne dans quelques instants. Et on commence avec vous, Michel Lunier, avec cette première question. Comment entreprises et appareils de formation peuvent-ils ensemble développer l'appétence et l'envie chez les jeunes ? Alors ça, c'est une vaste question. Développer l'appétence et l'envie des jeunes, mais l'appétence pourquoi et l'envie pourquoi ? Donc en fait, on voit bien que derrière cette question, c'est l'articulation des temps de vie du jeune, des temps dans l'école, dans le collège, dans le lycée professionnel, et puis des temps au sein de l'entreprise. Alors la première des conditions, bien évidemment, c'est de créer une forme de cohérence à travers ces différents temps, puisqu'il reviendra bien évidemment aux jeunes de faire en sorte de donner du sens à ces différentes expériences. Alors la première chose que je serais tenté de dire, il faut quand même se satisfaire de l'avancée en la matière. Je me souviens des critiques qui étaient formulées lorsque on avait rédigé le premier schéma national d'orientation et d'insertion professionnelle en 2006. Les critiques étaient quand même relativement fortes à l'endroit du système éducatif qui était peu ou prou déconnecté des réalités économiques, et de l'autre côté, un monde professionnel qui, lui, ne prenait pas en compte les contraintes et les finalités même du système éducatif. Alors, il y a de formidables avancées qui se sont traduites tout simplement par des moments de convergence entre les acteurs institutionnels, les acteurs du monde de l'éducation et les acteurs du monde économique. Alors ça peut se traduire au sein de la construction même des diplômes. Ça peut se traduire dans le cadre de la découverte des métiers, des formations au sein même des établissements et des projets qui sont innovants. C'est-à-dire il y a une foultitude de projets qui ont lieu partout en France sur ce registre. Et l'objectif, c'est de donner à ces projets une forme de cohérence dans le parcours, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas se greffer de façon impromptue dans un parcours et là pour le coup qui n'aurait pas été de sens, mais qui soit au contraire travaillé à la fois au sein de l'école, évidemment en convergence avec le monde de l'entreprise, et qui donne lieu évidemment à une observation, un travail au sein de l'entreprise qui lui-même puisse être réinvesti au sein de l'école. Donc on voit bien que derrière la convergence des deux, il y a l'action que peuvent mener les deux institutions sur des registres qui sont somme toute assez différents, mais qui en même temps vont converger pour structurer chez l'individu une représentation à peu près claire de ce qu'est le monde dans lequel il va être appelé à s'insérer tôt ou tard. Et de ce point de vue, moi je me félicite des actions qui ont été prises par le ministère depuis de nombreuses années et de la façon dont le monde des entreprises réagit pour accueillir un nombre de jeunes sans cesse croissant. Je rappelle que toutes les formations, ne serait-ce que pour prendre la voie professionnelle, sous statut scolaire, toutes les formations sont alternées. Elles intègrent toute une période longue de formation. Donc on parle de période de formation au milieu professionnel, il ne s'agit pas de stage. Seulement, il s'agit de reconnaître, cette fois-ci à l'entreprise, ça a donc une 30 ans, de reconnaître à l'entreprise son rôle de formation. Alors bien évidemment, il y a un certain nombre de conditions qui sont nécessaires pour que ça soit la réalité, que ce ne soit pas simplement un vœu pieux. Mais de ce point de vue, si je devais répondre comment entreprises et appareils de formation peuvent-ils développer, c'est de souligner que dans les deux institutions, en fait, il y a une forme de cohérence de développement de l'individu, pour peu que, évidemment, dans les deux, on développe et on prenne en compte, et on verra tout à l'heure que la question des compétences psychosociales peut servir d'un trait d'union sur ce registre. Voilà la première partie que je pourrais donner à cette question, qui est somme toute assez complexe, parce qu'en fait, il s'agit à la fois de développer l'appétence probablement pour vouloir faire des parcours riches,
hein, donc à la fois des parcours scolaires, mais ensuite universitaires, voire des parcours professionnels. Donc ça suppose que l'on ne s'interdise aucun parcours, donc on voit bien que la question des préjugés, des stéréotypes doit être travaillée. Et de ce point de vue, je pense que les deux institutions peuvent travailler pour lutter contre ce qui fait blocage chez l'individu pour son émancipation, c'est tout simplement lui-même. Et la façon dont il pense le monde, il se pense lui-même, il pense la façon dont il réfléchit. Alors j'en ai cité quelques-unes en préambule. Quelles ouvertures concrètes aujourd'hui permettent justement d'éveiller la curiosité des élèves ? Alors, elles sont nombreuses. Alors, évidemment, j'ai cité les stages, et les stages d'entreprise sont, à mes yeux, des éléments concrets. On voit que dans certaines formations... Alors, effectivement, quand on prend la voie professionnelle, on a des périodes institutionnalisées, mais on a le stage d'observation en classe de 3e, on a le développement de ces séquences d'observation en classe de seconde. Bref, l'institution ouvre largement les portes à ce que les jeunes puissent découvrir le monde de l'entreprise, à condition que effectivement, on le pense au sein des unités pédagogiques, au sein des établissements, comme dans un projet global de formation du jeune, et pas simplement comme une opération qui vient se greffer en dehors d'un parcours qui serait plus scolaire, plus académique. Donc c'est une dimension en fait intégrée. Pour développer l'entreprise, je serais tenté, j'utiliserai ce terme, c'est dans une approche intégrée, ce qui suppose un dialogue permanent, une réelle compréhension et qu'on s'apprivoise. Et je pense qu'on va dans le bon sens aujourd'hui, compte tenu des efforts qui ont été accomplis au cours de ces dernières années. Moi, je me satisfais quand même que le parcours à venir, la question de l'information sur les métiers et les formations, le développement des actions qui sont menées en matière d'orientation sur ce sujet se développe à peu près partout en France et de façon de plus en plus coordonnée. C'est plutôt un bon point. Alors vous y avez cité le stage, il y en a beaucoup d'autres, peut-être des manières comme ça de s'intégrer, de découvrir le monde de l'entreprise. Alors après, il y a les modalités. Vous pouvez avoir des visites d'entreprise, vous pouvez avoir des conférenciers, vous pouvez faire venir des professionnels pour évoquer un certain nombre d'aptitudes. Dans certains établissements, on fait venir carrément les parents pour qu'ils évoquent le métier qu'ils exercent. Vous avez une multitude de modalités pour donner à lire la façon dont le monde de l'entreprise aujourd'hui évolue et la façon dont les compétences qui sont aujourd'hui nécessaires doivent être prises en compte dans le monde éducatif. Et ça permet aux jeunes, et très tôt, je pense qu'il faut le faire très tôt, de s'acclimater avec des évolutions qui touchent tous les secteurs de l'activité humaine et qui nécessitent de plus en plus de l'éthique chez les jeunes, et donc on voit bien de plus en plus d'éducation. Alors vous dites très tôt, justement, à quel moment du parcours éducatif ces expériences vont-elles avoir le plus d'impact ? Il faut, là, elle commence très tôt, il y a des expérimentations qui commencent à l'école primaire. Je pense qu'il faut y aller avec toujours à condition qu'on ait un objectif bien clair. C'est-à-dire de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de l'entreprise quand on est à l'école primaire ? Qu'est-ce qu'on cherche à montrer ? Est-ce qu'il s'agit de faire découvrir une activité professionnelle ? Est-ce qu'il s'agit de faire découvrir les enjeux d'un secteur d'activité ? Tout ceci doit, encore une fois, s'inscrire dans un projet éducatif. Ça ne peut pas être une modalité qui soit pensée simplement parce qu'il faut la faire. Je prends par exemple les salons des métiers qui existent dans de très nombreuses régions. Si ce n'est pas préparé en amont, si ce n'est pas s'inscrit pas dans un parcours qui est pour l'élève qui lui donne du sens, et si derrière ça ne donne pas lieu à une restitution oralisée, c'est-à-dire la capacité du jeune à pouvoir exprimer ce qu'il a vécu au sein de l'entreprise, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc les modalités c'est une chose, mais je pense que ce qui est stratégique c'est le projet qui est derrière, qui porte cette conception d'ouverture de l'école sur le monde, et en même temps ce projet qui permet aussi au monde économique de comprendre les contraintes et les finalités de l'école. Merci beaucoup Michel Lunier pour ce propos introductif. Je vous propose à présent de nous intéresser à une vision un peu plus scientifique de ce sujet. Avant ça, je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur la plateforme X avec le hashtag au Périscope. Jean Pralon, vous êtes professeur et chercheur en gestion des ressources humaines à l'école de management de Normandie. Une première question sur cette thématique. Qu'apportent concrètement les premières immersions professionnelles qu'on a citées à la construction de l'identité et à la motivation des jeunes ? Alors ça dépend à quel âge, parce que l'identité ça change beaucoup, chez les adolescents en particulier. Donc dans la tranche 12-25, il y a beaucoup de transformations identitaires et les besoins de structuration, les besoins d'information, de confrontation au réel, ce ne sont pas les mêmes. Et les besoins d'accompagnement ne sont pas les mêmes. Mais en général, de façon un peu polémique, je vous dirais plutôt que ce que ces événements apportent, c'est la confirmation, malheureusement. La confirmation de croyances ou de connaissances déjà présentes. Parce qu'en général, on va trouver un stage ou un environnement qui est proche de ses études, proche de sa famille, proche de l'environnement qu'on connaît déjà. Et c'est parfaitement compréhensible.
Donc, l'absence de confrontation avec un environnement que je qualifierais un peu de disruptif, ça m'est un peu à la mode, mais ne pas se confronter à un environnement qui soit trop radicalement différent ou très différent de ce qu'on connaît déjà, en général, surtout à un âge où l'identité c'est plutôt une mécanique à confirmer ce qu'on croit déjà pour se protéger du monde. Hein. L'identité c'est quand même un outil qui sert à dire oui, le monde est toujours comme ça je suis stable. Ça pose quelques petits problèmes. Donc le vrai sujet, mais c'est ce que vous disiez, le vrai sujet, c'est pas simplement de dropper un paquet jeune en entreprise, c'est de construire autour tout un travail de compréhension de ses besoins, tout un travail d'accompagnement de ce qu'il découvre, tout un travail aussi de relativisation, parce qu'une entreprise est une seule, ou deux entreprises et pas plus, ça ne peut pas représenter le monde de l'entreprise en général, évidemment. Ne serait-ce que parce que les gens qu'on y rencontre sont ceux qui y sont, etc. Donc il y a un gros sujet de développer la compétence à s'orienter, de développer de l'accompagnement, et de trouver des acteurs dans l'institution qui vont être justement porteurs de cette question-là. La disruption que vous évoquez, là, c'est quoi? C'est aller chercher plus loin que dans le cercle des parents pour trouver un stage, d'aller chercher plus loin que l'entreprise qui est au bout de la rue? Il est tentant de se dire, ok, j'aimerais bien être opérateur de production dans l'industrie laitière, donc c'est ce qui est un magnifique métier comme chacun sait, mais tiens, je pourrais faire ça, mais je pourrais aussi être astronaute, quoi. Donc le raisonnement qu'on prête à l'adulte, ou qu'on associe à l'adulte qui fait 1 million de compétences, par exemple, c'est de le guider vers, ok, vous pensez comme ça, allez voir un peu par là-bas si c'est différent. Voilà. Sauf que ça, un enfant, un adolescent, un grand adolescent, a beaucoup plus de mal à le faire que d'autres, d'abord parce qu'il y est moins accompagné, ou qu'il est accompagné par des gens qui sont un peu moins des experts que serait un consultant en bilan de compétences, par exemple, et puis parce qu'il est aussi, dans son évolution personnelle, plutôt désireux de se rassurer sur ce qu'il croit déjà connaître, et pas de diversifier sa compréhension du monde. Alors comment aujourd'hui transformer un stage en levier d'apprentissage et non en simple contrainte, et je vais même aller plus loin, à la fois pour l'élève et à la fois pour l'entreprise? Alors, je ne vais pas vous dire qui devrait le faire et comment ça devrait se faire, parce que c'est plutôt le ressort de l'institution. Il me semble qu'il y a deux leviers de grille de lecture qu'il faudrait faire un petit peu bouger. D'abord, on parle beaucoup de métier, ce qui est sûrement très bien. Il serait plutôt souhaitable qu'on parle d'activité. Un métier, c'est une série d'activités. Et c'est quand même très bien quand un adolescent, un salarié, peu importe lequel, a une réflexion sur son travail qui est de se dire « j'aime être boulanger parce que ça m'intéresse de vendre du pain » et pas du tout d'en faire cuire. Pardon pour l'exemple un peu facile. Donc développer une compréhension plus fine, descendre d'une étape dans la compréhension des métiers pour parler non seulement d'un métier comme une espèce de package commun, mais comme au contraire une série d'activités dont on a le droit de se dire que certaines sont passionnantes, certaines le sont un peu moins, et certaines pas du tout, parce que c'est comme ça pour tout le monde. Donc baisser un petit peu d'un niveau de compréhension des choses. Et après sur la question de l'engagement, hein, c'est un petit peu votre question, donc qu'est-ce qui permet d'engager? Ça c'est plutôt côté entreprise, c'est de se dire qu'il y a 1001 façons d'être engagé dans son travail. En fait souvent l'engagement on le pense comme une valeur, quoi. Je suis très engagé, modérément engagé, pas engagé. En fait, on sait maintenant que l'engagement c'est un besoin émotionnel, qu'on peut imaginer comme une sorte de série de jetons à miser au casino, quoi. On a tous 100 points d'engagement parce qu'on en a besoin. Le débat, c'est pas de savoir si on va les engager tous ou pas tous, parce qu'on les a tous à engager, on a ce besoin-là, mais sur quoi est-ce qu'on va les engager? Et donc, ce qu'on appelle par exemple du désengagement, c'est un engagement différent. Par exemple, il y a beaucoup de salariés qui sont perçus comme désengagés auprès de leur management, leur manager, auprès de leur entreprise, qu'ils n'aiment peut-être plus, mais qui sont en fait très engagés dans leur poste, dans leur activité professionnelle, dans le fait de faire du bon travail au quotidien, etc. Donc parler non pas de métier, mais d'activité, et parler de modalités d'engagement différentes, plutôt que d'engagement en général. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire qu'il y a aussi une méconnaissance peut-être des métiers, pour en parler? On fantasme le métier par rapport à une activité qu'on imagine, mais on en ignore d'autres? La seule solution dans un monde qui change et où les métiers évoluent, parce que c'est quand même le grand sujet, quand nous étions tous jeunes, alors vous étiez pas encore nés, mais nous là, quand on était tous très jeunes, on nous disait que les métiers tu pourrais faire plus tard. Bon. Ça signifiait qu'on parlait de métiers stables, hein, ça voulait dire toute la vie. Bon. Aujourd'hui on dit beaucoup que les métiers vont changer beaucoup. Donc peut-être que la seule solution c'est de ne pas raisonner en termes de métier, mais c'est de raisonner en termes d'activité, en se disant que j'ai été très content d'être boulanger parce que j'ai vendu du pain. Cette activité de vente, de distribution, elle se trouve aussi dans d'autres métiers de la distribution. Et qui, à ce moment-là, peuvent définir ensuite l'orientation qu'on va prendre, par exemple, dans la suite de sa scolarité. Okay. Une autre question, quels écueils faut-il éviter aujourd'hui pour que l'expérience entreprise, justement, reste une source de perspective et pas de désillusion? Alors, c'est un petit peu ce que je disais. Je trouve que
partir de l'hypothèse que l'entreprise peut être une source de désillusion, c'est un peu dommage. Il faut la relativiser, hein. C'est dire aux jeunes, vous allez découvrir une entreprise. Ça veut donc dire qu'il faut la choisir avec soin. Peut-être que le soin ou la méthode ne sont pas assez apportés pour choisir les entreprises. Alors, il y a des entreprises qui ont une marque employeur très puissante, qui reçoivent des quantités de candidatures, et puis il y a plein de superbes PME que personne ne connaît, et qui seraient des lieux merveilleux pour commencer sa carrière. Donc peut-être qu'apprendre à trouver, à choisir, se dire qu'on a aussi la liberté de choisir. Savoir aller bosser dans cette boîte-là et pas dans cette boîte-là, c'est un vrai choix. Et donc relativiser la possibilité, le choix qu'on a de faire tel ou tel métier, tel ou tel stage. Et puis ensuite relativiser le fait que ce qui se passe dans cette entreprise-là, ça doit être débriefé, analysé, processé, relativisé, parce que c'est cette entreprise-là, avec des individus qui sont là, et c'est pas l'entreprise avec un E majuscule. Merci beaucoup Jean Pralin, on va s'intéresser justement à cette vision de l'entreprise et avant de donner la parole à Rémi Sipovski, je vous propose d'écouter Catherine Lattus, c'est la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la Vienne. Elle nous a enregistré une interview sur le rôle des entreprises locales dans l'accueil et l'ouverture des métiers, on la découvre en images. Et on sait que de nombreux jeunes n'ont pas forcément accès à l'entreprise dans le cadre de leur vie privée. Et donc il est très important pour eux de pouvoir découvrir ce monde-là, les codes de l'entreprise, avant effectivement de postuler à un emploi. Et c'est un mode de fonctionnement qui peut aussi leur permettre d'avoir une idée des différents secteurs d'activité et de la façon dont l'entreprise fonctionne de manière globale, mais également des métiers qui sont pratiqués dans les entreprises. Et pour ça, il y a tout un tas de dispositifs qui existent, mais il est important de les développer au maximum. Que ce soit dans le cadre de la formation initiale avec les stages en entreprise, le stage de découverte de troisième qui existe déjà. L'intérêt, c'est de pouvoir prolonger ces stages ou au contraire qu'il y ait des dispositifs à plusieurs étapes de la vie du lycéen et de l'étudiant, de manière à ce qu'il ait à différents moments de sa formation des rendez-vous avec le monde de l'entreprise, avec les salariés de l'entreprise. C'est aussi quelque chose de très important d'avoir ce contact privilégié avec les personnes qui exercent les métiers. Et encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait prépondérant pour les choix d'orientation des jeunes. Voilà. Et le mettre en relation les entreprises avec ces jeunes. Certaines entreprises n'ont pas contact forcément avec les jeunes stagiaires. C'est intéressant pour les salariés aussi d'avoir ces relations dans le cadre des stages ou de l'alternance, parce que c'est aussi un des leviers sur le temps un peu plus long d'apprendre les métiers et d'avoir cette relation avec tous les salariés de l'entreprise, quels que soient les services et quels que soient les niveaux hiérarchiques. Donc voilà, tout ça contribue à démystifier le monde de l'entreprise et tout ça contribue effectivement à créer ces ponts qui sont indispensables pour le renouvellement des emplois, le renouvellement de la masse salariale et pour pourvoir les postes qui sont nécessaires au développement ou aux transformations des entreprises. On sait qu'il y a des formations qui sont très innovantes et il est bon aussi de rapprocher ces formations avec les entreprises qui ne les connaissent pas. Et l'alternance, ou en tout cas le monde du stage et le milieu du stage et les dispositifs de stage permettent cette mise en relation et permettent de dialoguer avec les différentes parties prenantes de la vie d'un citoyen français dans son environnement. Je pense que c'est vraiment important aussi pour l'entreprise et pour ses salariés de pouvoir montrer leur savoir-faire, de pouvoir discuter et c'est un élément de cohésion aussi dans l'entreprise. On l'a vécu à plusieurs reprises dans l'entreprise que je dirige. Le fait d'accueillir des jeunes, qu'ils soient seuls ou qu'ils soient en groupe, ça permet aussi à nos salariés échanger et puis d'expliquer ce qu'ils font. Donc c'est très valorisant pour eux, c'est très valorisant également et très intéressant pour la cohésion d'équipe, puisqu'ils interviennent à plusieurs et ils les accompagnent, ils les encadrent.
Et ça, c'est positif dans tous les sens. Pour pouvoir mettre en cohésion effectivement le monde de l'éducation et les entreprises, on voit bien qu'il faut être deux. Donc effectivement, il faut que les personnes qui interviennent au niveau de l'éducation s'ouvrent aussi et viennent rencontrer les entreprises sans forcément simplement envoyer des jeunes. Donc aller à la rencontre des entreprises. Et puis il faut bien sûr que les entreprises elles-mêmes s'ouvrent au monde de l'éducation et profiter de tous les dispositifs qui existent pour pouvoir accueillir les formateurs et les encadrants du monde de l'éducation pour ouvrir leurs entreprises et engager ce dialogue important qui ensuite pourra déboucher sur des mises en relation avec des jeunes apprenants et les salariés des entreprises. Merci beaucoup Catherine Attué, et donc dans la continuité de vos propos, je vais me tourner vers vous. Rémi Stipovski, vous êtes le DRH de Bonnilet. Alors peut-être avant de démarrer l'interview, expliquez-nous quelle est cette entreprise Bonnilet installée à Chasseneuil-du-Poitou. Oui, très bien. Alors Bonnilet, c'est une entreprise d'un peu plus de 250 salariés spécialisée dans la nutrition animale et notamment les aliments d'allaitement pour les bovins. Bonnilet appartient à la première coopérative laitière de France, Sodial, et existe maintenant depuis plus de 70 ans. Alors dans le prolongement des propos de nos deux autres intervenants, comment l'expérience aujourd'hui en entreprise peut-elle être un accélérateur de soft skills chez les jeunes ? Alors, pour sommairement définir ce que sont les soft skills, ce sont simplement des compétences comportementales, la manière qu'aura finalement un jeune, un salarié d'agir, de réagir, d'interagir. On parle parfois aussi de savoir-être. Ce sont cet ensemble-là. Alors, on peut citer des compétences soft skills, type que la créativité, l'esprit critique, qui ont été évoqués aussi dans la table ronde de ce matin. Bref, ce sont un agglomérat de compétences, pas techniques, mais qui vont transversaliser un petit peu les profils qu'on peut retrouver dans les entreprises. Et quand moi je recrute des candidats ou des candidates, je ne recrute pas qu'un salarié, je recrute un individu, un citoyen, le membre d'une famille, potentiellement un bénévole, un aidant, peu importe. Tout ce qui va caractériser finalement une expérience de vie, des expériences associatives, avant même potentiellement de mettre son premier pas en entreprise. Chacun a déjà des compétences comportementales qu'il faut savoir effectivement faire valoir aussi lorsqu'on arrive vers une entreprise. Donc, et une fois qu'on a réussi à définir ça, après il y a des outils d'aide, notamment le CV citoyen, etc., qui peuvent aider à travailler cet aspect-là. Une fois qu'on a mis le pied dans l'entreprise, finalement, ces compétences comportementales, elles vont venir se confronter à un environnement, celui de l'entreprise, avec l'ensemble de ses caractéristiques. Et je rejoins, ça va à un moment donné se confronter à qui on est et comment on fonctionne. Et je dirais, là où ça va être un accélérateur, c'est que le jeune, une fois qu'il a conscience déjà de qui il est et comment il fonctionne, il va pouvoir le confronter à la manière dont fonctionne l'entreprise et qui est l'entreprise, et de voir si effectivement il y a des rapprochements possibles. Tout ne sera jamais parfait, mais on peut vraiment trouver des environnements très favorables pour pouvoir exprimer finalement et évoluer dans son parcours professionnel. Alors justement, tout à l'heure, on évoquait la notion d'activité plutôt que de métier. Est-ce que vous constatez chez les jeunes que vous recevez que parfois les métiers sont fantasmés et qu'on découvre finalement au sein de l'entreprise que c'est comporté de plusieurs activités, que certaines ça peut matcher, d'autres moins? Je ne dirais pas que les métiers sont fantasmés, en tout cas pas dans les industries automobiles ou agroalimentaires dans lesquelles je suis passé. Ils sont plutôt méconnus, plutôt que d'être fantasmés. Donc je dirais que les premiers pas, que ce soit sous forme de stage, alternance ou premier emploi, ils auront surtout vocation à ce que les jeunes apprennent les activités plutôt que de les fantasmer et d'avoir un contraste massif. C'est plutôt envisager vraiment ces premières expériences comme vraiment un apprentissage des métiers, et il n'y a pas de honte à ça, quoi. Tout à l'heure, Jean Pralon parlait de marque employeur. Comment vous, la culture d'entreprise, peut-elle, selon vous, devenir un facteur de fierté et de motivation? Alors, je vais créer pas mal de liens avec mon camarade d'en face. Encore une fois, une culture d'entreprise, c'est un ensemble de croyances, de valeurs, de rituels, bref, de modes de fonctionnement qui va caractériser une entreprise. C'est extrêmement important que les entreprises travaillent à leur culture, déjà la définissent à travers une vision, une mission, des valeurs, ce triptyque vraiment très fort, et va définir ensuite une organisation, des modes de fonctionnement, des rituels managériaux, etc., qui vont venir vraiment un peu préciser la manière dont vit l'entreprise. Et à partir de là,
lorsqu'on confronte ça à des salariés, des jeunes qui arrivent dans l'entreprise, eh bien, ça va venir chatouiller un peu les jeunes, puisque globalement, on va pouvoir faire un lien entre la culture et l'engagement que vous citiez tout à l'heure. Parce que finalement, l'engagement, je suis convaincu aussi, et je vous rejoins là-dessus, c'est vraiment lié à l'émotionnel, à ce que va ressentir un jeune ou un moins jeune, chaque salarié, parce qu'on va aller sur le domaine de la croyance et de l'émotion. Donc, un salarié engagé, pour moi, c'est un salarié qui est impliqué, c'est-à-dire qui va se sentir concerné par ce qui se passe autour de lui, en termes d'activité et aussi en termes d'hommes et de femmes, puisque on travaille avec des gens. Et puis, être investi, c'est-à-dire être en capacité de faire l'effort supplémentaire, donner du temps, donner de l'énergie, aller suivre des formations, par exemple, etc. Et à partir de là, pour moi, ces deux caractéristiques de l'engagement vont provoquer, effectivement, vont être liées à de l'émotionnel. Et moi, je rattacherais implication et investissement à finalement des sentiments d'attachement qu'on va avoir au fur et à mesure qu'on contribue à l'entreprise et qu'on y vit. Et bien, cet attachement émotionnel, combien d'enquêtes, baromètres sociaux sont faits dans les entreprises, on voit bien, et c'est le cas aussi chez Bonnilet, qu'une très grande majorité des salariés sont fiers de travailler dans leur boîte. C'est parce qu'ils ont développé ce sentiment d'attachement en lien avec une culture, une histoire, des pratiques, des croyances, etc. Et puis, il y a aussi le domaine de la loyauté. Le fait, à un moment donné, de se dire, on parlait d'adhésion et de motivation, ce sentiment-là aussi de loyauté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, naturellement, je vais faire les efforts pour. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas engagé au même niveau, mais vraiment pour moi, la culture d'entreprise va être vraiment la pierre angulaire des conditions favorables pour qu'effectivement, il y ait de l'engagement et une adhésion et de la loyauté au sein de l'entreprise. Ce sentiment de loyauté, il est encore existant aujourd'hui chez les jeunes, vu qu'on n'est plus tellement sur un schéma de carrière longue, mais plutôt sur plusieurs métiers au cours d'une vie, enfin plusieurs entreprises du moins au cours d'une vie. Est-ce que vous le ressentez aussi chez les jeunes générations ? Oui, après, loyauté ne veut pas dire être marié à l'infini. On peut très bien être loyal en absolu et à un moment donné prendre une décision de quitter une entreprise et en rejoindre une autre. Ce n'est pas incompatible. Être loyal, c'est tout simplement, dans l'expérience qui est la nôtre à l'instant T, se donner les moyens de contribuer au projet d'entreprise, aux projets sociaux de l'entreprise et de s'engager et d'être impliqué là-dedans. Donc, ce n'est pas incompatible. Après, oui, il y a, on va dire, aujourd'hui, moins d'approche métier durable tout le long d'une vie et plutôt une approche expérience, activité, etc. Je pense qu'il n'y a pas de mal à ce que les jeunes aillent tester différents environnements pour effectivement trouver un environnement de travail qui puisse correspondre à qui ils sont aussi et comment ils fonctionnent, d'où l'importance aussi dans le système éducatif au mieux d'accompagner les jeunes déjà à bien se connaître pour aller chercher des environnements de travail qui puissent leur correspondre, partant du principe qu'on peut faire le même métier, mais on ne sera pas compétent en fonction des entreprises dans lesquelles on va pouvoir exercer ce métier-là. Et imaginez qu'effectivement, un même métier peut s'exercer de manière différente, d'entreprise en entreprise. Parmi les sujets de préoccupation des jeunes, aujourd'hui, il y a également celui de l'impact environnemental des activités d'entreprise. Alors, vous êtes conscient, Bonnilet, de l'impact environnemental de votre activité, mais comment intégrer cet enjeu dans la transmission aux jeunes et en faire une source de motivation aujourd'hui plutôt qu'un frein ? Alors, je vais reposer un petit peu quelques chiffres. Je parlais de la coopérative Sodial tout à l'heure. La coopérative Sodial, 16 000 éleveurs et 9 000 salariés, nous sommes responsables de 1% d'émissions de gaz à effet de serre en France. Et l'activité laitière en France, c'est 7%. Voilà. Donc on a aujourd'hui une responsabilité d'agir sur ces impacts-là, notamment environnementaux. Donc il y a un plan stratégique avec un axe durabilité très fort, orienté vraiment ferme, puisque plus de 80% d'émissions de ces gaz à effet de serre, ils sont en ferme, avec le méthane des vaches, mais aussi sur le secteur industriel, à une moindre mesure, mais quand même en termes d'utilisation d'énergie et d'eau également sur notre typologie d'industrie. Donc quand on va redescendre ça à l'échelle d'une entreprise, on va effectivement s'interroger pour nous faire une alimentation animale durable et à impact limité en termes d'environnement. Donc on a des trajectoires eau, trajectoires carbone. Par exemple, depuis 2019, Bonnilet a réduit 30% de sa consommation d'eau et a investi dans une chaudière biomasse, se norme sur l'ISO 50001 sur le management de l'énergie, etc. Mais tout ça, ce n'est pas suffisant. Parce qu'on est plutôt sur des actions court, moyen terme et qui ne vont pas aller gratter le fond du sujet. C'est la raison pour laquelle,
pour aller effectivement chercher une correspondance chez les jeunes. Et pas être accusé, même si ce n'est pas le sentiment qu'on a nous, de greenwashing, c'est-à-dire juste montrer ce qu'on fait sur du plan court ou moyen terme. On a intégré là le programme de la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, qui va venir nous aider à remodéliser notre modèle d'affaires dans le cadre des limites planétaires. Et ça, je pense qu'on est en train de passer une autre étape, donc, pour qu'effectivement on structure davantage et qu'on soit beaucoup plus pris au sérieux vis-à-vis d'une population plus jeune, plus sensibilisée à ces impacts-là, pour qu'effectivement on crée ce lien. Et on implique du coup dans le modèle business, dans le modèle de la recherche et développement, aujourd'hui, nos équipes, et notamment aussi des jeunes, parce il y a beaucoup de jeunes dans la recherche et développement dans l'alimentation, pour qu'effectivement eux aussi aient un rôle à jouer là-dessus. Donc je dirais qu'il faut passer vraiment à des échelons structurels pour vraiment aussi être crédible vis-à-vis de la jeune population. Alors justement, chez Bonillet, comment les jeunes découvrent-ils le monde de l'entreprise? Ça se traduit sous quelle forme? Des stages, des apprentissages, des alternances, c'est le même sujet, des visites d'entreprise? Peut-être l'ensemble de ces propositions? Tout à fait, l'ensemble, stage, alternance et visite d'entreprise. En tout cas, depuis que j'y suis, depuis une bonne année, on ne s'interdit aucune visite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sollicité par une école, on trouve le moyen de faire la visite. C'est important. Alors, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais il y a une volonté, en tout cas, de donner accès à la compréhension de nos métiers, de notre environnement, de notre culture, et aider les jeunes à un peu mieux appréhender ce qu'est une industrie agroalimentaire, et qu'ils puissent se projeter demain sur est-ce que ça peut correspondre à mes appétences, à mes aspirations, à mes compétences techniques, etc. Et trouver ce lien-là. Donc oui, et on arrive même à embaucher aussi des alternants suite à leur contrat. Alors, je vais prendre un peu d'avance sur les questions qui vont suivre dans le débat, mais est-ce que c'est important pour vous aussi de travailler votre ancrage territorial pour justement faciliter les embauches futures sur votre territoire? Ouais, je pars du principe qu'on ne peut pas recruter tout seul. À partir de là, il faut effectivement créer un écosystème qui soit institutionnel, économique, associatif, et bien connaître son bassin. Et ça ne se fait pas tout seul, ça se fait avec des partenaires. Donc on a aussi, alors, au-delà de la marque employeur, ce sont des bonnes démarches, mais qui ne vont pas être suffisantes, c'est vraiment de créer cet ancrage territorial pour déjà bien faire connaître l'entreprise, nos activités, notre secteur, notre culture, notre manière de travailler. Comme je l'ai dit, chaque entreprise est différente de l'une à l'autre. Donc oui, on se doit d'avoir des points d'ancrage pour derrière être avec plus de facilité lorsqu'on a un besoin de recrutement, d'être connu et reconnu et de dire « Ah oui, the place to be, c'est là-bas » et donc du coup être plus visible. Voilà. Merci beaucoup Rémi Sipowski. Place au débat à présent avec plusieurs questions qui sont assez transversales. Une première à laquelle Jean Pralon et Rémi Sipowski ont déjà répondu, donc je vais me tourner plutôt vers Michel Lunier. L'expérience en entreprise doit-elle, selon vous, être d'abord technique ou humaine? Je reconnais bien là cette volonté française de vouloir segmenter ces approches. C'est d'abord avant tout une aventure humaine. Je veux dire, tout est humain. Donc c'est une rencontre. C'est une rencontre avec un contexte. Elle devient, je veux dire, technique si jamais l'activité à laquelle Jean faisait référence tout à l'heure est d'ordre technique. Mais c'est bien évidemment d'ordre humain. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que cette dimension humaine, si on la prend en compte, on est bien obligé de considérer que les compétences psychosociales, je ne parlerai pas de soft skills ni de compétences comportementales, je vais reprendre ce que Santé publique France, le travail de concaténation sur le sujet a fait, où effectivement le référentiel des compétences psychosociales reprend les dimensions cognitives, sociales et émotionnelles. Et de ce point de vue, force est de constater qu'un jeune qui va en entreprise, il est confronté à un environnement qu'il ne connaît pas. Donc il y a une appréhension. Il a un besoin de certitude, il a besoin de se rassurer, bref, il va devoir gérer ses émotions, il va devoir rentrer en interaction avec des individus. Donc vous voyez bien que ces dimensions sociales et émotionnelles vont jouer à plein, donc c'est d'abord ça qui va jouer, avant la maîtrise technique. Donc elles font partie d'un tout dans la constitution d'un individu, elles font partie d'un ensemble de compétences. Je rappelle que la compétence, on ne l'interroge jamais, mais la compétence, c'est la capacité d'un individu à mobiliser un ensemble de ressources.
dont des ressources qui lui appartiennent, qui lui sont très propres, qui renvoient à son histoire, sa constitution, à la construction de sa propre identité. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous est différent. L'entreprise dans une même entreprise, deux élèves vont vivre des expériences fondamentalement différentes. Et la question est comment ils vont pouvoir prendre de la hauteur, comment ils vont pouvoir en fait relativiser cette expérience. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsque vous me demanderez de définir en un mot une idée, ben ce sera déjà ça. Le rôle peut-être de ceux qui accompagnent, c'est de relativiser l'expérience que va vivre le jeune. Pour ça, il a besoin de conscientiser ce qu'il a vécu, de l'exprimer, de l'oraliser, et puis de se rendre compte, donc rendre compte et se rendre compte, bien évidemment, de ce qui s'est passé. Donc, je répondrai que les deux sont intimement liés, mais c'est avant tout quand même une expérience humaine. Vous prenez peut-être dans la continuité ? Alors, effectivement, le fait d'opposer l'un et l'autre, c'est toujours un peu compliqué. C'est forcément l'un et l'autre. Ce qu'on peut espérer d'un jeune qui débute ou qui découvre le monde de l'entreprise, c'est évidemment plutôt quand même de comprendre comment ça marche, comment fonctionnent ces gens qui sont rassemblés au même endroit, sous le même toit, avec la même machine ou presque, façon de tragédie grecque éventuellement. Donc comment est-ce qu'on réussit à comprendre les codes de ce nouvel environnement qui n'est pas un code scolaire du tout, effectivement, qui va développer un rapport au savoir très différent. Donc en effet, le sujet, c'est de comprendre ce monde-là, d'y comprendre la place que prend la technique, mais qui est forcément beaucoup moins importante que le reste, et les nouveaux comportements qui sont adaptés. Rémi Sipowski, alors tout à l'heure, on a touché du doigt cette notion de soft skills. Alors si on parle plutôt, pas de soft skills, on va dire de compétences non techniques, est-ce qu'aujourd'hui, elles sont selon vous plus importantes, les compétences non techniques, aux yeux d'un recruteur comme vous, que les compétences techniques ? Elles sont devenues de plus en plus importantes, mettant finalement la compétence technique comme n'étant plus une nécessité absolue lors de recrutement. Ouais. Donc j'aurais tendance à dire qu'il y a quand même une dynamique qui tend à considérer le comportemental, l'émotionnel, la manière finalement qui on a en face de nous, et non pas qu'est-ce qu'il saurait faire. Et ça, oui, c'est de plus en plus décisif dans des recrutements. Donc, oui, pour répondre simplement à la question, oui, j'ai bien le sentiment que c'est devenu presque plus important aujourd'hui. Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on considère que le technique, c'est un prérequis, c'est censé être acquis. Par contre, le reste va faire la différence ? Non, pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut recruter quelqu'un qui n'a pas toutes les compétences techniques. Ce n'est pas grave. Au contraire, on sera en capacité, avec des programmes d'intégration, de formation, etc., voire même des écoles de formation, à rattraper ce retard technique. Donc en fait, c'est plus strictement nécessaire d'avoir l'ensemble des aptitudes techniques. Ouais. Alors j'ai un sujet là-dessus. Si on ne cadre pas les compétences comportementales, c'est-à-dire si on ne repère pas celles dont on a vraiment besoin, et si on ne le repère pas en fonction de grosses données qui permettent de dire qu'un bon chef de ligne, il a tel et tel soft skills. Si on ne fait pas ça, on va recruter des gens sympas, mais ce sera tout. Et là, il y a un gros sujet, je trouve, à essayer d'aller plus loin dans la compréhension des soft skills, plus loin que l'intuition, évidemment, mais plus loin aussi qu'une surface qui représente, au fond, la capacité à être candidat. Il y a des gens qui sont excellents, on a tous vu ça. On a vu des gens qui sont excellents en tant que candidats, qui sont très mauvais au poste de travail, mais qu'on a tendance à recruter parce qu'ils sont sympas. Et d'ailleurs, les études sur l'impact de la personnalité dans le recrutement sont très différentes de celles des impacts de la personnalité sur la performance. Il y a des gens qui sont recrutés parce qu'ils sont sympas, ils font de l'animation de télévision, c'est ce que je veux dire, voilà. Donc ils sont sympas, mais par ailleurs, il faut des compétences un peu au-delà de ça. Donc il ne faut pas confondre l'image sympathique dans laquelle on se dit « mais ce mec-là est vachement sympa, je serais tellement content de prendre un café avec lui tous les matins », avec les vraies compétences dont on a vraiment besoin au poste de travail, qui sont sûrement un peu différentes de celles du poste de travail d'à côté, et qui peuvent être plus de la rigueur que de la découverte de l'autre, plus du cadrage que de l'empathie, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, non, mais je laisse... Je vais rejoindre, j'ai aussi un sujet avec ça. Effectivement, ce n'est pas pour rien que je parle de compétences psychosociales, il faut cadrer un référentiel qui soit adapté d'ailleurs au monde de l'école. Mais j'entends, moi, la demande du monde professionnel sur le déplacement, les compétences techniques. Vous laissez ça de côté, d'ailleurs on va s'en occuper, et nous ce qu'on veut ce sont des jeunes qui sont en mesure de s'adapter à un collectif, à se mettre dans une démarche projet. C'est pas tout à fait comme ça qu'ils le disent. Non, moi ils l'ont dit comme ça, puisque je les ai auditionnés, et ils l'ont dit sous cette forme-là, sauf que derrière on met des choses très différentes, derrière les compétences, les soft skills. Dans une compétence technique,
force est de constater qu'on mobilise ses compétences psychosociales. Je suis désolé. La capacité à pouvoir remplir une mission qui vous a été confiée dans un environnement, une situation professionnelle, va nécessiter de votre part une capacité à gérer vos émotions, gérer évidemment l'environnement. Donc vous allez forcément mobiliser ça. La difficulté, c'est qu'il ne faudrait pas que l'on disqualifie la maîtrise à un moment donné nécessaire, parce que sinon ce serait complètement éthéré. En d'autres termes, vous doutez bien que qui peut le plus peut le moins. Ce qui permet l'analyse, c'est développer l'esprit critique, et ainsi de suite. Plus on agit sur l'éducation, plus on donne de l'éducation, plus on agit sur cette capacité à pouvoir lire le monde avec un peu de recul. Donc je ne disqualifie pas les deux, mais j'entends et j'entends régulièrement, puisque j'ai en charge un certain nombre j'ai un secteur d'activité où j'entends systématiquement ces remarques autour des compétences dites comportementales. On veut des jeunes qui soient à l'heure, capables de respecter les règles, les codes vestimentaires et autres. J'entends ça dans le secteur dans lequel je suis. Pour autant, ils ont aussi besoin d'avoir un certain nombre de connaissances qui vont leur permettre de comprendre et de prendre, ne serait-ce qu'un certain nombre de soins. Quand on utilise une technique, on doit être en mesure de comprendre la raison pour laquelle on l'utilise et à la limite de savoir dans quelle mesure il aurait été possible d'utiliser une autre technique qui soit peut-être plus respectueuse de l'environnement. Vous voyez ce que je veux dire? Les deux ne sont pas disqualifiés, mais j'entends que du point de vue du recrutement, on attache du prix aujourd'hui à des dimensions qui ne peuvent s'opérer, je pense dans le cadre de l'école, quand on demande aux jeunes de pouvoir travailler en mode projet, encore faut-il qu'on ait développé les modes projet à l'école, encore faut-il qu'on ait développé le mode collaboratif. Donc on va vers de plus en plus d'activités qui vont permettre de développer ça, parce que c'est non seulement attendu, mais c'est aussi pour les individus quelque chose qui donne du sens. Donc moi je ne disqualifierai pas les deux, je dirais pas que les soft skills sont devenues plus importantes, elles sont devenues dans le discours, oui, plus importante que les dimensions techniques. Pour autant, quand les professionnels me demandent, à moi, ils me demandent que je fasse en sorte que les jeunes maîtrisent la totalité des gestes techniques à l'arrivée lorsqu'ils sortent du cursus scolaire. Voilà ce qu'on me demande. On me demande deux choses. Un équilibre en somme. C'est un équilibre qui est d'autant plus difficile à respecter que pour l'école, sa finalité, c'est quand même un projet émancipateur de l'individu qui dépasse le cadre de l'insertion professionnelle et de la maîtrise des gestes techniques. Ça va au-delà. C'est un homme, c'est une femme, c'est un citoyen, c'est une citoyenne, c'est un acteur économique en devenir. Bref, ce sont toutes ces dimensions, donc c'est une dimension globale. Et c'est pour ça que ce n'est pas simplement une dimension d'habilité, qui peut se traduire effectivement par le fait qu'on peut très bien se présenter, faire bon effet, mais à l'arrivée, pas donner grand-chose. Rémi Cybulski, en réaction? Ouais, tout à fait. Recruter, c'est extrêmement complexe. Et d'ailleurs, c'est pas une science exacte et ça peut très bien se passer. Et régulièrement, on se trompe. Mais le fait qu'effectivement ces compétences comportementales prennent de l'envergure, c'est parce qu'aussi, on doit pouvoir fonctionner des organisations qui sont composées aujourd'hui de salariés, mais qui sont avant tout aussi citoyens et qui subissent ou accompagnent, je dirais, l'ensemble des mutations dans nos sociétés. Et la manière dont la société fonctionnait avant n'est plus forcément la même maintenant. Et aller travailler cette relation individuelle ou collective dans une organisation, c'est aujourd'hui soumis à beaucoup plus de compétences alors, techniques, on va dire, dans la relation, technique managériale, etc., peut-être que dans le passé, où les modes d'organisation des entreprises étaient un peu plus pyramidales, etc. Là, on est quand même sur des organisations souvent matricielles, en projet, etc., et qui vont donner un peu plus de complexité, d'où l'importance aussi d'aller estimer ces compétences non techniques. Et chez les jeunes, à CV équivalent, il est très probable qu'on puisse sélectionner celui qui a pris des responsabilités dans des assos, celui qui à un moment donné a dit « personne ne voulait y aller, j'y suis allé, ah tiens, ça m'intéresse, pourquoi tu y étais ?» Et c'est ça qu'on va aller chercher, parce qu'à un moment donné, faire vivre une organisation, et vous l'avez dit, c'est un ensemble d'individus qui n'ont pas choisi d'être là au même moment, tous les jours, et qui vont passer la plupart du temps de leur vie ensemble, et beaucoup plus que dans la sphère familiale, etc. Donc il faut pouvoir faire fonctionner tout ça, et ça devient quand même de plus en plus complexe. L'humain est très complexe, et donc du coup, elle le devient de plus en plus, et on doit du coup attacher beaucoup plus d'importance à savoir qui on rentre,
plutôt que qu'est-ce qu'il est en capacité d'apporter aussi techniquement. Voilà. Alors à vous écouter, du coup, on devine que c'est aussi les expériences qui vont se faire avant de se présenter à l'entretien qui vont définir aussi les chances du candidat. Mais comment garantir aujourd'hui l'égalité d'accès à ces expériences de qualité selon les territoires, les filières et les réseaux familiaux? C'est un sujet compliqué parce que, en effet, c'est majoritairement et massivement le réseau familial qui donne accès aux premiers emplois, aux premiers stages, etc. En particulier le stage de seconde, qui est quand même un très bon révélateur de l'appartenance sociale de la famille. Donc là, il faut trouver des solutions qui vont être beaucoup plus responsabilisantes pour les jeunes. C'est-à-dire, c'est pas tellement... Bon, bien sûr, il y a des choses à faire pour ouvrir l'entreprise, mais il y aurait des choses aussi à faire pour inciter les jeunes à se dire qu'au fond, on peut essayer, on peut tenter sa chance. J'aimerais beaucoup travailler dans telle boîte. Spontanément, parce que je n'y connais personne, je vais me dire que je n'ai rien à y faire. Et pourtant, ça ne me coûterait pas grand-chose d'envoyer un mail. Voilà. Peut-être qu'il y a une éducation à faire un peu autour de ça. Michel Vuillet, qu'est-ce qui est mis en place justement pour faciliter tout cela? Tout ce travail, le travail de préparation. Alors maintenant, il y a un paradoxe qui a été souligné, c'est même Jean qui l'a souligné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à leur âge, à 14 ans, quand on rentre en classe de seconde, 14-15 ans, on est sur un processus identitaire où on tente de se préserver et on n'est pas immédiatement appelé à pouvoir envoyer un mail comme ça aussi facilement. Il y a une démarche derrière qui n'est pas aussi simple. Ça suppose quand même une prise de risque. Et s'il y a bien quelque chose qui caractérise les petits Français aujourd'hui, dans les confrontations internationales, c'est l'absence de prise de risque. C'est-à-dire qu'on va plutôt s'interdire de prendre la parole, de prendre une décision, plutôt que de se tromper. Et sans doute que la question du statut de l'erreur au sein de l'école devrait être visitée pour permettre effectivement cette prise de risque. Et si l'élève, le jeune, prend des risques très tôt, eh bien, probablement qu'il regardera ces éventuels entre guillemets échecs, si échecs il y a dans une entreprise, d'une autre façon, puisque le but ce sera quand même de relativiser ces expériences, qui ne sont que les premières expériences de sa vie en la matière. Rémi Cipolsky, sur ce sujet? Pour ma part, je pense que c'est une co-responsabilité. Je pense que les entreprises dont je fais partie avons l'obligation de davantage se connecter pour garantir une égalité d'accès. Surtout à l'échelle de territoire, on peut effectivement normalement créer quand même des dynamiques là-dessus, et co-responsabilité aussi vis-à-vis des jeunes. Je pense que chaque jeune aujourd'hui doit se poser la question de qui il est, qu'est-ce qu'il aime faire, Et combien de jeunes ne savent pas dire aujourd'hui ce qu'ils aiment faire? Est-ce qu'ils aiment concevoir? Est-ce qu'ils aiment fabriquer? Est-ce qu'ils aiment réfléchir sur des activités et non pas des métiers, pour ensuite se dire, ah bah tiens, dans ce type d'entreprise, etc., je peux y accéder. Donc il y a à mon sens une co-responsabilité entreprise et jeunes pour qu'à un moment donné, on soit davantage sur une égalité d'accès aussi aux opportunités. En fait, en expliquant que cette démarche de recherche du premier stage, de la première alternance, de la première expérience de stage, etc., on pourrait poser comme principe qu'elle n'a pas à être justifiée. C'est-à-dire j'ai envie d'aller là pour voir. Voilà. Et après, on voit ce qui se passe. Et accueillir ensuite le jeune en disant je détestais ça. C'est une bonne nouvelle, tu as appris un truc. Tu as appris que tu es prêt pour ça. Bonne nouvelle. Plutôt que de le voir comme un échec au contrôle de mathématiques, puisque c'est comme ça que c'est vécu, évidemment. Parce que la capsule scolaire a ses valeurs et sa culture, et donc évidemment elle véhicule un rapport au savoir dans lequel on est tous polytechniciens moins quelque chose. On est tous majors de Polytechnique moins quelque chose. Donc on est tous 20 sur 20 moins quelque chose. Donc quand on n'a pas réussi son truc, c'est que quand même on a un peu merdé. Donc là, il faut casser un peu ça. Mais c'est peut-être aussi une façon d'introduire dans l'école des clés de lecture et des clés comportementales du prof qui sont un peu différentes. Le prof qui joue avec le vrai-faux, l'évaluation des compétences en mode de acquis, pas acquis, peut aussi apprécier, au sens fort du terme, une expérience qui n'a pas été concluante en apparence, mais qui en fait l'est tellement. Tout à l'heure, vous évoquiez l'associatif. Est-ce qu'aujourd'hui, cet engagement associatif, il est perçu par les jeunes comme justement un tremplin différenciant ensuite pour le recrutement, ou est-ce que c'est encore quelque chose qui est un peu lointain dans sa scolarité, par exemple, de se dire, tiens, je vais m'engager dans telle association pour que demain, ça me valorise sur un recrutement? Alors la problématique de l'engagement, c'est la reconnaissance de cet engagement par l'institution scolaire. C'est-à-dire quel type on tente le bénévolat, des actions de ce type. On tente d'introduire cette dimension. Ça n'est pas aussi simple que ça. En d'autres termes, l'approche par compétence a ceci de particulier, c'est qu'elle est obligée de nous amener à considérer que le développement des compétences ne se fait pas que dans l'appareil de formation. Il se fait partout.
Donc la question, c'est comment je prends en compte, comment je tiens compte de ce qui a été conçu à l'extérieur, comment je certifie tout ça. C'est pas aussi simple, mais ça va plutôt dans le bon sens aujourd'hui. La question de l'engagement est prise de plus en plus au sérieux. On voit bien qu'au-delà de l'institution de la démocratisation lycéenne ou collégienne, on tente de mettre en place, et d'ailleurs les jeunes sont très, très sensibles à ces dimensions qui donnent du sens, notamment sur les questions de développement durable, respect de la planète. Encore une fois, c'est la capacité dans une institution qui n'a pas été conçue comme ça initialement, mais simplement pour faire valoir un parcours linéaire fait de réussite sur des dimensions purement scolaires et académiques, comment on introduit d'autres dimensions d'épanouissement de l'individu pour qu'il se sente mieux, parce qu'on sait qu'à travers ça, on va aussi améliorer la réussite du jeune sur son parcours scolaire et à terme. Il faut mettre en avant ces expériences-là, parce qu'elles travaillent à l'employabilité, à qui on est, ce qu'on a su faire dans un environnement donné. Ça ne veut pas dire qu'on saura refaire exactement la même chose en entreprise, mais je parlais tout à l'heure du CV citoyen, qui a quand même été créé, je dirais, dans les années 2000-2010, notamment par une initiative de la NDRH, l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, dont le déploiement a été très fortement augmenté à la fin des années 2010, début 2020, par la Jeune Chambre économique française, donc association d'utilité publique aussi, pour aider effectivement ces jeunes à faire valoir autre chose que l'expérience pro, puisqu'ils n'en ont pas. Par définition, ils n'en ont pas au début. Et ça traduit effectivement un complément de CV à part entière et qui permet effectivement ne serait-ce que sur le papier, de se différencier de quelqu'un qui va juste envoyer son CV professionnel. Voilà. Dernière question de débat, comment articuler aujourd'hui l'envie des jeunes, les besoins des entreprises et les grands enjeux sociétaux? On a parlé tout à l'heure de transition écologique, mais de manière générale, comment faire un bon mix pour que tout cela s'articule? Je veux dire, ces dimensions, la gestion, ces grands défis sociétaux, l'avènement de l'intelligence artificielle, la nécessité de développer des compétences dites éthiques chez les jeunes, ça nécessite quand même qu'on mette en place des approches intégrées, des gouvernements intégrés, c'est-à-dire on ne peut plus raisonner seul dans son coin, on est bien obligé de travailler en réseau, on est bien obligé de faire en sorte que tous les acteurs soient partie prenante de cette co-construction des compétences chez l'individu. Donc c'est l'école, c'est le monde de l'entreprise, c'est le monde associatif, ce sont les familles bien évidemment, c'est le monde de l'entreprise, je l'ai dit. Donc c'est assez complexe et force est de constater que sur le plan territorial, l'ancrage territorial est fondamentalement différent. Alors sans doute que là, il faut peut-être moins rechercher l'égalité de traitement sur le territoire qu'on n'aura pas dans tous les cas de figure, que la capacité du jeune à prendre de la hauteur et à relativiser l'expérience qu'il va vivre sur ce territoire. Et sans doute l'amener à développer chez lui une aptitude à découvrir, c'est-à-dire développer chez lui sa curiosité, et puis faire en sorte qu'il soit conscient que dans les environnements, ce n'est pas forcément ce qu'on représente. Je ne suis pas immédiatement convaincu que tous les enseignants qu'on recrute aujourd'hui aient une claire conscience de ce qu'est réellement le métier qu'ils vont exercer dans toutes ses facettes. Je suis même convaincu du contraire. Donc demander à un jeune... donc je suis assez dubitatif avec l'idée que les jeunes ont des représentations erronées du monde professionnel. Oui, et pour cause. Mais je ne suis pas plus convaincu que les adultes aient une réalité mieux affirmée. Hein. Donc en d'autres termes, il faut peut-être être humble sur la question de cette connaissance. Tant qu'on n'a pas vécu à l'intérieur, c'est très difficile d'avoir une connaissance précise. En revanche, ce qu'on peut développer chez eux, c'est une aptitude à aller vers l'autre, développer sa curiosité et son esprit critique. Et peut-être aussi rapprocher l'institution, la recherche et l'entreprise comme on le fait aujourd'hui autour de cette table. Il y a les campus des métiers et des qualifications sont des très beaux exemples de ce qu'on peut faire en matière de construction d'un biotope qui va permettre de croiser ces parcours. Bien, messieurs, on arrive au terme de cette heure de débat. Excusez-moi, je vais vous proposer donc de faire une conclusion en un mot ou une idée forte chacun à votre tour. On va commencer par vous, Jean Pralon. Que doit retenir un jeune finalement de sa première expérience en entreprise? Que l'entreprise, c'est pas l'école, que la notion du vrai et du faux n'a pas le même sens, et que donc on va découvrir des activités et pas des disciplines, et que ces activités, elles peuvent être intéressantes ou pas, et que si elles ne le sont pas, c'est pas grave. Merci beaucoup, Rémi Sifowski. Tout simplement que c'est une première expérience et il y en aura beaucoup d'autres, donc essayez d'avoir un maximum de prise de recul sur ce que chaque jeune a pu vivre en entreprise, dans les côtés positifs et négatifs, parce que souvent le négatif apprend davantage, et même plus que le côté positif, pour effectivement construire petit à petit son parcours, qui en est, et trouver l'adéquation
la plus optimale possible pour être le plus épanoui possible. Voilà. Même question, Michel Lunier. Bon, j'irai dans le même sens. Hein. Il s'agit d'atténuer la charge émotionnelle que peut avoir une telle expérience. En gros, je serais tenté de lui dire ce n'est que le commencement de la découverte du monde de l'entreprise. Bien, merci à tous les trois en tout cas d'avoir répondu présent. Merci également à Catherine Latu qui nous a honoré de sa présence en distanciel. On l'a vu aujourd'hui, donc l'entreprise n'est pas seulement un lieu de travail, mais aussi un espèce de découverte, de motivation et de construction pour les jeunes. Merci donc à nos invités pour leur éclairage et leur témoignage. Cette émission est à retrouver en replay sur le site de l'IH2EF et sur la plateforme YouTube. On se retrouve le 9 décembre prochain. Merci et belle journée à tous.